Monsieur Grimm, à votre tour, et je dois dire que je ne suis pas particulièrement heureux de vous revoir. Ah, monsieur le juge, c'est vous qui êtes chargé du dossier. Ah ben le monde est petit, hein. Laissez-moi parler en votre nom, monsieur Grimm, ça vaut mieux. Ah, merveilleux maître Schneider dont la confession m'a ému et avec qui j'ai bien fait de me réconcilier dernièrement. N'ayez crainte, voyons, ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à me reprocher. Que vous dites, Esba Grimm, je vous rappelle que vous êtes ici jugé pour agression sexuelle sur les personnes de 2 jeunes filles mineures. Et mon client est vraiment désolé, monsieur le juge, il... Cette fois-ci, la coupe est pleine, monsieur Grimm. Mais ce n'est pas ma faute, votre honneur, l'une des 2 filles m'a dit qu'elles avaient 18 ans. Voilà qui est curieux. D'après leur témoignage, la phrase en question était, je cite, « On a 10 et 8 ans ». Ouais ben, c'est pas ma faute si j'ai mal compris, la petite parlait en mâchouillant son doudou, ça l'a fait bafouiller, on ne va quand même pas me reprocher ces petits écarts psychomoteurs. Et de toute façon, n'en déplaise à vous, merveilleux emperriqué en robe noire, mais j'ai en ma possession une preuve indiscutable de mon innocence. Allons donc. Maître Schneider, voudriez-vous, s'il vous plaît, aller porter l'attaché-caisse à notre ami? Oui, monsieur Grimm. Je ne vois pas en quoi un attaché-casse pourrait servir de preuve, monsieur Grimm. Oh, ça alors, ces chers auditeurs, tendre salutance à vous, hein. Ah, et vous êtes venus, hein. Oui, notez, je vous comprends, hein, les procès publics peuvent être parfois un spectacle fascinant, hein. Ah, mais peu importe. Puisque je vous tiens, et avec votre accord, bien sûr, pourquoi ne pas profiter de ce petit moment de répit pour introduire la 7e saison de mes merveilleuses histoires, pendant que notre ami le juge compte les jolis billets que je lui offre en guise de preuve, hein. Et donc, plus sérieusement, hein, j'avais, voyez-vous, dans l'idée de faire de cette 7e saison une sorte de seconde saison 4, hein, c'est-à-dire que nous commencerions par un merveilleux gros épisode lié à notre royaume préféré, pour ensuite poursuivre avec des projets plus expérimentaux qu'on pourrait qualifier de hors-série, vous me suivez? Hein? Ah ben je vois mon cher ami Maître Schneider me faire signe qu'il y a zéro souci et que mon innocence a été proclamée, encore une fois. Donc le temps de rentrer chez moi et de me reposer de toutes ces émotions. Et puis nous pourrons démarrer cette saison numéro 7. Allez, au revoir monsieur le juge, salut les filles, et à bientôt tout le monde. Voilà, maintenant je soude ceci avec ça. Voilà. Et maintenant je dois poser donc ceci. Oh putain. Ah, vous m'avez fait peur. Ah non, mais là, chers auditeurs, en plus, c'était vraiment pas le moment. C'est que là, à l'instant, là, je tiens une charge de C4 dans les mains, hein. Vous auriez pu provoquer un grave accident, là. Donc, soyez un petit peu raisonnable. Je sais pas, essayez de prendre l'habitude de sonner à la porte, ou de toquer, ou de m'appeler avant, je ne sais pas. Mais, hein, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi je bricole dans mon sous-sol avec une charge de C4? Ah oui, notez, moi, je veux bien vous l'expliquer. En fait, voyez-vous, il y a très récemment, des gens n'ont rien trouvé de mieux que l'idée saugrenue de construire une foutue saloperie de mosquée à quelques décamètres de chez moi. Et bon, ce machin-là, non seulement c'est super moche, mais en plus ça braille à longueur de temps, dû à la machin, dû à la truc, et bon, c'est un petit peu incommodant, surtout avec leur histoire de prière à 5h du matin, là. Hein? Non, je ne dors pas à 5h du matin, c'est vrai. Mais c'est pas une raison, c'est une question de principe. Mais bon, tout ça, ce sont des problèmes personnels, hein. Vous n'êtes pas venu me voir, je suppose, pour que je vous embête avec ça. Aussi, je vous propose que nous remontions au salon, hein, au rez-de-chaussée, parce que là, c'est peut-être pas très présentable, mon sous-sol. Et de là, nous pourrions allumer un bon petit feu et peut-être commencer bien tranquillement, autour d'un bon martini, cette 7e merveilleuse saison. Alors, qu'est-ce que nous attendons, hein? Je lance le générique et c'est parti, hein. Ah, j'ai fait vite, hein. Permettez-moi que je... Voilà. Me voici donc en de très bonne disposition pour vous raconter une nouvelle histoire. Une histoire qui sera longue et riche. Et nous reviendrons donc encore une fois sur notre merveilleux royaume qui est lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus encore vraiment l'Antiquité, qui est un sol propice à la poussée des carottes et en son centre une montagne avec un mage dessus, enfin, vous connaissez, hein.
Les faits dont nous parlerons se passent cette fois-ci un bon mois après l'incident des carottes de Samuel, voyez-vous, oui. Et notre histoire de cette partie de l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui se fixera principalement sur Yvan. Alors, vous êtes en droit de vous demander, mais qui est Yvan? Quel est ce personnage? Quelles sont ses origines? Quel est son numéro de sécurité sociale? Quelle chanson a-t-il sur son iPod? Ou toute autre question de ce genre, voyez-vous. Et je comprends, c'est bien légitime. On pourrait penser qu'on me demanderait mon avis, bah même pas. Eh bien, voyez-vous, ce cher Yvan, en fait, n'est autre que le frère cadet de Frédéric le bûcheron, et qui plus est aussi donc du coup l'oncle de la fillette très très moche, voyez-vous. Et ce cher Yvan qui a pour particularité d'être manchot, et aussi doublé d'un caractère de cochon, parce que bon, comprenez-le, le pauvre, hein. il est déjà un petit peu con, pas très attirant, du coup, il a pas tellement l'occasion de rencontrer des demoiselles. Mais alors, le fait qu'en plus il est manchot et donc qu'il n'a pas de bras, bah, il s'est pas vraiment soulagé tout seul, donc ça fait de lui quelqu'un d'excessivement grincheux et gris, et pas sympa en l'occurrence, hein. Et donc, ce cher Yvan, frère du bûcheron Frédéric et oncle de la fillette très très moche, figurez-vous que justement, voilà, il vit dans le même foyer que les 10 personnages, et il est un petit peu inquiet parce que ça fait quand même un long moment qu'il n'a pas eu de nouvelles des deux membres de la famille susmentionnés. Parce que bon, vous connaissez leur sort, hein. Le bûcheron Frédéric a été transformé en cochon et tué, et puis ensuite dévoré par Charles, le chasseur nul. Et quant à la fillette très très moche, elle a été transformée en autruche, hein, et abandonnée au sommet de la montagne, hein, ça vous le savez. Donc voilà, il n'a pas de nouvelles, il s'inquiète, et donc il est parti à leur recherche. Et le voilà qui gambade à travers sentiers et campagnes pour essayer de les retrouver, interrogeant les gens au passage pour voir s'ils ne les ont pas vus. Voilà, c'est ce à quoi il est occupé pour le moment. J'espère que ces informations répondent à vos questions quant à qui est ce personnage et à ce qu'il fabrique, hein. Ta gueule. Au fil de ses pérégrinations, notre cher Yvan gambergeait autant que son petit cerveau le lui permettait, et il se dit qu'il serait peut-être judicieux, voyez-vous, de se rendre en ville, à la scierie pour laquelle travaillait son frère bûcheron, et qui se situe près du port, parce que bon, c'était finalement logique d'aller quérir de ses nouvelles à l'endroit où il avait sûrement été vu pour la dernière fois, puisqu'il avait à la base quitté la maison pour se rendre à son travail. Aussi, il a entrepris de se diriger vers la ville capitale de ce royaume, là où donc se trouvait la fameuse scierie. Je voudrais y aller en stop plutôt qu'à pied, mais je peux pas lever de pouce. En chemin, notre jeune enquêteur croisait un vieux prédicateur gâteux qui prêchait, se tenant debout sur une vieille souche, avec pour tout auditoire 2 chats et un poulet qui le regardaient quelque peu béatement. Le vieil homme hurlait à qui voulait l'entendre, qu'il approche, on ne sait pas qui, enfin, il approche, et voilà, et que les morts bientôt marcheront. Yvan, toujours fidèle à son côté grincheux et trop heureux limite que de lui casser l'ambiance, dit au vieux que c'était déjà le cas, que les morts allaient bientôt marcher, puisque finalement, le vieux fossile tenait debout lui-même. Ouais, puis il sentait pareil aussi. L'ancêtre, outré, lui rétorqua quelque éloquent maléfice vengeur, et lui dit... Tel est celui qui, par loi, qui en vérité est cible de sédir. Ce qui rappelle une certaine réponse d'enfant, c'est celui qui dit qui est. Extrêmement subtil donc. Mais bref, Yvan ne s'en occupa pas, continuant sa route vers la capitale du royaume que vous connaissez, et abandonnant le vieil homme à son audience passionnée. Après une longue marche, notre ami Yvan arriva enfin en vue de la ville capitale du royaume. Il se dirigea donc vers la porte d'entrée principale de la cité, et alors qu'il voulut y pénétrer, un garde à cheval le stoppa net, lui expliquant que la situation en ville était un peu tendue. Halte, les mains en l'air. Bon, plus sérieusement, mon petit monsieur, on n'entre pas en ville aujourd'hui. Pourquoi, je vous prie? Tout d'abord, on en a interdit l'accès pour essayer de coincer P. P? C'est quoi ça, P? Un mystérieux tueur qui agit depuis plusieurs jours dans la région. Il a assassiné 5 personnes, dont le scribe officiel du régent du royaume, pas plus tard que la nuit dernière. Il a pour habitude de signer ses crimes en gravant la lettre P sur le front de ses victimes. D'accord, mais vous pensez vraiment que ça pourrait être moi? Mais il faut envisager toutes les éventualités. De plus, la milice est sur les dents à cause de la liesse populaire qui a lieu en ce moment. C'est vraiment pas rien, cette histoire, hein. Ouais, c'est ça tous ces cris, y a un festival? Vous vivez dans les bois ou quoi? Bah... Il n'y a pas une heure, notre roi Client Ier est revenu après avoir disparu pendant 10 ans et alors que tout le monde le croyait mort. C'était bizarre, hein, parce qu'il y avait plein de mouches qui lui volaient autour, mais ça reste un événement. Alors bon, là, la ville est en fête et le roi vient de reprendre son trône et a renommé le régent chancelier. Donc, vous comprendrez que devant ces événements historiques, on s'en fout un peu de votre vie de bouseux, hein. Allez, host!
Et oui, et donc à Yvan de ruser et de devoir faire un long détour pour pénétrer dans la ville en passant par un conduit d'égout dont l'entrée n'était pas grillagée. Oui, ne me demandez pas pourquoi, c'est bizarre, hein, c'est une ville fortifiée avec des murailles et des douves tout du long, mais les conduits d'égout ne sont pas grillagés. Bah, voilà, c'est comme ça. Bah, tant mieux pour notre ami Yvan, du coup, qui peut entrer dans la cité, bien que ce soit en étant totalement dégueulassé. Ce qui ne le rend pas plus joyeux qu'à son habitude de grincheux. Vous voudriez être à ma place? Ah bon, ça m'étonnerait. Cela dit, le temps s'était copieusement écoulé durant toutes ces actions, et le soir tombait à présent. Et plus loin de là, le vieux prédicateur, toujours perché sur sa souche, était à présent bouche bée et immobile, car devant lui avait lieu un spectacle pour le moins inquiétant, voyez-vous. Oui, le vieillard voyait passer devant lui, très lentement sur le chemin, un sombre carrosse. Oui, un carrosse tiré par un cheval de trait aux yeux rougeoyants, et conduit par un cocher étrangement sombre et mystérieux. « Ah, c'est lui !» Le vieux ne pouvait que maugréer dans sa barbe et se faire dessus, alors que passait devant lui cet étrange convoi. Alors que le soleil finissait lentement de décliner, notre ami Yvan arriva, lui, à la scierie, près du port, donc dans cette ville capitale. Les bûcherons et ébénistes qui y travaillaient étaient en train de ranger leur matériel, heureux d'avoir terminé cette longue journée qu'ils venaient de passer à travailler. Yvan, quant à lui, s'approchait du contremaître afin de lui demander les informations qu'il était venu quérir. Bonsoir, vous auriez pas vu mon frère Frédéric? Vous pourriez me serrer la main quand vous me dites bonsoir, malpoli. Ce dernier lui expliqua qu'il l'avait envoyé longtemps auparavant donc couper du bois dans la forêt qui longe le chemin qui va vers la montagne, et puis mais il n'avait pas eu de nouvelles, ce qui l'embêtait d'ailleurs beaucoup parce que ça avait fait une certaine perte dans le rendement de l'entreprise. Yvan râlait parce que le bois en question ne se trouvait pas tout près, il allait être reparti pour une longue trotte. Le soir tombant, il décida qu'il était plus judicieux d'aller prendre une chambre dans une auberge afin de passer la nuit en ville. Aussi, il se rendit dans l'auberge la plus proche qui se trouvait le long du port et il demanda une chambre. Ça fera une pièce d'argent, mais comment il va faire pour me payer s'il n'a pas de bras? Pleurnichez pas, j'avale un peu de monnaie avant de partir et je régurgite la somme qu'il faut quand j'en ai besoin, voyez. Ah, d'accord, c'est une pièce, mais elle est toute dégueulasse. Ça va lui coûter le double du coup. D'accord, attendez. Oups, je suis allé un peu fort là. Ben, c'est quoi ça? C'est un sandwich que j'ai emballé dans du papier en cas de petite faim sur la route. Vous mangez un truc emballé pour le dégueuler, le déballer, puis le remanger après? Vous le faites jamais, vous? Le réceptionniste lui donna une clé que notre ami Yvan ne put que prendre en bouche, n'ayant pas de bras, je vous le rappelle, et à lui de monter ensuite à l'étage pour s'offrir enfin un repos bien mérité. Mais disons que lorsqu'il arriva devant la porte de sa chambre, il s'en trouva soudain d'autant plus grincheux, voyez-vous, parce qu'il se rappela lui aussi donc il n'avait donc pas de bras et que il allait maintenant devoir ouvrir la porte de sa chambre avec la clé, ce qui allait s'avérer extrêmement difficile, vous en conviendrez, hein? Il faudrait inventer un système qui déverrouille les portes en analysant les éléments uniques de l'œil d'une personne. Pendant ce temps, alors que la nuit est maintenant bien installée, nous sommes dans le palais royal, dans le couloir où se trouve la suite personnelle du roi. Ce dernier se voit y être raccompagné par pas moins que Gonzague, le ministre des prophéties. Alors, peu après que le souverain est désormais entré seul dans ses appartements, le dit ministre se plaît à entamer discussion avec le soldat chargé de garder la porte. Bonne nuit, sire. Yvan, c'est le ministre! Tiens, c'est ce cher soldat, cela fait longtemps. Comment allez-vous? Yvan, toujours à garder l'ordre de port, c'est juste plus celle du régent maintenant, quoi. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle que le roi soit revenu. Wesh, mais je trouve qu'il est un peu bizarre, vas-y. Certes, mais comprenez-le, il aura probablement dû faire un très long voyage pour revenir ici après que sa fille l'ait fait disparaître on ne sait où. Vous rendez-vous compte qu'il lui aura fallu 10 ans pour revenir? Ça a dû être un très long et très fatigant voyage, ça explique peut-être tout. Oh, Yvan! Enfin, soit, bonne nuit, soldat. Yvan, voyager, ça peut pas faire verdir la peau, putain. Ah! Mais c'est quoi ce bordel? T'es qui, toi? Oh putain, Yvan, tu me graves pas d'épée sur mon front comme ça, toi, bâtard, va!
Nous retrouvons notre ami Yvan le manchot, qui est donc toujours dans l'auberge, en train d'essayer d'ouvrir sa porte. Oui, il est là, à essayer d'user aussi habilement que possible de ses mâchoires et de sa langue pour essayer de faire pénétrer la clé dans la serrure et ensuite de la faire tourner pour que la porte s'ouvre et qu'il puisse enfin aller se reposer dans un lit moelleux. Et alors qu'après de nombreux essais infructueux, il allait enfin réussir à faire pénétrer la clé dans la dite serrure, un bruit se fit entendre. Et oui, le jour se levait. Notre ami Yvan avait passé la nuit à essayer d'ouvrir la porte et sans y réussir. Et maintenant que le jour était levé, il allait devoir reprendre sa route et repartir donc vers la forêt qu'on lui avait renseignée la veille. Et ce sans avoir dormi. Vous imaginez bien qu'après tout ça, il sera sans doute plus ronchon que jamais. Moi, j'ai une envie de brandir le poing vers le ciel, mais je peux même pas. Mais notre brave Yvan n'était pas le seul à être réveillé en cette aube tautive, voyez-vous. Oui, car un peu plus loin de là, dans la tour de la milice de cette ville capitale, de ce royaume, etc., le capitaine Prinkles passait en revue ses troupes. Oui, le capitaine Prinkles, voyez-vous. Le capitaine de la milice, oui, car souvenez-vous, quand le capitaine von Pruten fut tué par un monstrueux blob pustuleux, il fallut lui trouver un remplaçant et ce fut son second, Prinkles, qui prit sa place. Oui, et il exerce d'ailleurs ce métier relativement pas trop mal. Et donc, ce matin-là, comme je vous disais, il passait en revue ses troupes, en l'occurrence ses sergents, pour demander un rapport à l'équipe chargée de la sécurité pendant la célébration du retour du roi qui avait lieu la veille. Cela s'est passé sans problème, capitaine. Le peuple a bu, chanté et dansé, mais aucun incident n'a été à déplorer. Oh, on a bien eu une tentative d'incursion d'un mendiant manchot suspect, mais je l'ai vaillamment repoussé. Merci. Bien, sergent, beau travail. Et de votre côté, Barnabé, comment avance l'enquête sur ce tueur qu'on nomme P parce qu'il grave cette lettre sur le front de sa victime? On sait que c'est une personne, ça on en est à peu près sûr, les gars. Et donc, cette personne tue des gens, et puis aussi, elle grave la lettre P sur leur front aussi, tout ça, quoi. L'enquête piétine, c'est ça? Oui. Vous n'avez donc rien appris de nouveau? Si je peux me permettre, chef, si le tueur grave la lettre P, ce qu'il sait écrire, il faudrait faire le tour des écoles et demander la liste des anciens élèves, non? C'est quoi une école? Et c'est alors qu'un messager entra précipitamment dans la pièce. Oui, allô? Alerte! P a fait une nouvelle victime cette nuit! Un soldat a été retrouvé mort au château, venez vite! J'y vais, capitaine. Avez-vous les dossiers des victimes précédentes, Barnabé? Oui, capitaine. Regardez, je les ai bien rangés, une couleur pour chaque victime. Comme ça fait comme un petit arc-en-ciel. C'est joli, hein? C'est très bien, sergent Barnabé. Tenez, prenez ce crayon de couleur et allez me dessiner un beau portrait robot du tueur. Chic! Moi, je vais reprendre cette affaire en main. Elle prend beaucoup trop d'ampleur. Qu'on me prépare une voiture, je lirai les dossiers en me rendant au château. Et au château, puisqu'on en parle, le roi, dans sa fastueuse chambre, se réveillait paisiblement dans ses draps soyeux alors qu'accouraient ses serviteurs, œuvrant à l'aider en cette première journée de second règne, en lui apportant notamment un merveilleux petit déjeuner au lit. Bonjour, sire, voici votre petit déjeuner, comme vous l'aimiez autrefois. Oui. Par contre, je vais ouvrir la fenêtre, il y a comme une drôle d'odeur de décomposition ici, c'est bizarre! Oh, ça doit venir de moi, je pense. Et c'est là une senteur virile et fortement inspirante, votre majesté. N'est-ce pas, Gabriella? Laissez cette fenêtre, ne le vexez pas. Oui, ça sent très bon! Bon, c'est quoi à manger alors? Des fruits, du pain et un bol de lait chaud? Allez savoir pourquoi, mais je me sentirais plutôt comme une envie de viande. Comme des tripes ou de la cervelle peut-être, pourquoi pas, non? Je vous fais monter cela tout de suite, sire. Oh, mon nez vient de tomber dans le bol de lait! Bravo, sire, votre visage paraît tellement plus jeune sans nez. Bon. Un peu plus en avant, dans la matinée, notre cher ami Yvan arrivait à l'orée de la forêt qu'il cherchait. Son voyage s'était passé sans accroc, outre sa grande fatigue, et un mystérieux sombre carrosse qu'il croisa, avançant lentement vers la ville, mais dont l'imposante envergure le poussa hors du sentier, dégringolant de fait dans un petit ruisseau qui se trouvait là, ce qui le rendit plus radieux que jamais. Son bras agité, comment j'aurais pu retrouver mon équilibre quand ce carrosse m'a bousculé, hein?
Il erra ensuite quelque temps entre les arbres, jusqu'à finir par trouver une vieille cabane en bois perdue en pleine forêt, non loin de la rivière. Le petit filet de fumée qui filait hors de la cheminée lui fit comprendre qu'elle était habitée. Aussi alla-t-il à la porte frapper. Ça va pas la tête? C'est quoi ces façons de donner des coups de pied dans ma porte? Vous pouvez pas frapper comme tout le monde? Et qu'est-ce qu'il veut d'abord? Je cherche mon frère, il a disparu il y a un mois, et puis... Et à quoi il ressemble, votre frère? Il est bûcheron, il était venu couper du bois dans le coin, et puis... Ah, ce gros porc, oui, je m'en souviens. La dernière fois que je l'ai vu, il se cachait bêtement dans les buissons là-bas. Ah bon, ceux là-bas? Oui, il y en a pas des milliers, hein. Bon, il s'en allait ou il voulait qu'on l'y conduise en lui tenant la main? Mais pourquoi ce sont toujours des connards qui viennent me voir et jamais des beaux garçons? J'en ai marre. Les oreilles encore bourdonnantes du claquement de la porte, notre cher Yvan se rendit donc à l'endroit indiqué. De son côté, le capitaine Prinkles était arrivé au château. Le chef de la garde l'avait renseigné sur les événements, ne manquant de lui montrer le corps mutilé du pauvre soldat mort au cours de la nuit. Il termina son entretien avec le milicien en lui présentant le ministre Gonzague, qui s'avérait être la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Selon vous, monsieur le ministre, qui aurait pu vouloir la mort de ce soldat? Je n'en ai aucune idée, je ne lui connaissais pas d'ennemi, vous savez. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une enquête milicienne, monseigneur, pas d'une simple discussion. Dites-moi toute la vérité. Qui aurait voulu sa mort? Absolument tout le monde, capitaine. C'était un wesh. Moi-même, il m'est souvent arrivé de me rêver l'empalant sur un cactus tant ses paroles m'irritaient. Mais de là à passer à l'acte... Je comprends. J'espérais seulement que ça m'ouvrirait une piste quant à l'identité de ce mystérieux tueur qu'on nomme P. Qu'est-ce qui peut bien le relier aux victimes? 6 morts à ce jour. D'abord, il tue les 4 anciens gardes de la fille du roi, et puis... Vous dites? Oui, ces anciens guerriers que le roi avait il y a longtemps nommés gardes personnels de sa fille. Ceux qui lui sont restés fidèles après son accident? Ceux-là même, oui, ils ont été tués un par un en l'espace de quelques jours. Puis ensuite a eu lieu le meurtre de Chambranle, le scribe attitré du régent. Ce cher Gustave est mort lui aussi. Oh, je n'étais pas au courant. Avant-hier soir, si, et à présent ce soldat. Mais qu'est-ce qui pourrait bien relier vos amis aux gardes? Oh, vous êtes certain que c'est le même tueur? Ne pourrait-ce être une imitation, non? C'est exclu, certains détails typiques de son mode opératoire sont visibles sur les corps du scribe et du soldat. Des détails qui n'ont d'ailleurs pas été révélés aux crieurs publics. Ah bon? Lesquels? Eh bien, le vrai P pratique la sodomie post-mortem sur ses victimes. Oh! Vous allez bien, ministre? Vous êtes tout pâle. Eh bien, capitaine, il se pourrait que je connaisse le lien entre tous les meurtres sur lesquels vous enquêtez. Comment ça? Parlez. Comprenez avant tout que cela concerne une opération d'État complètement secrète et peu reluisante et que votre silence sur ce qui va suivre est absolument indispensable. Je suis le capitaine de la milice, Sieur Gonzague. Parlez sans crainte. Voyez-vous, toutes les personnes mortes sous la main de ce P, ainsi que moi-même, le régent et une certaine personne venue de très loin, nous sommes tous liés à un assassinat, celui de la princesse. La fille du roi? Celle qui est morte dans son coma le mois dernier? Absolument, elle était en voie de se réveiller et ses inclinaisons guerrières auraient précipité le royaume dans le chaos. Aussi a-t-il fallu se contraindre à l'éliminer pour sauvegarder la paix. Je comprends, c'est pas joli, mais personne ne vous en aurait voulu pour ça, excepté le tueur, manifestement. Serait-ce donc pour venger la princesse de ses meurtriers et punir l'inefficacité des gardes qu'il grave un P sur le front de ses victimes, P comme princesse donc Possible, allez savoir. Le fait est que vous et l'ancien régent êtes donc maintenant en danger si vous avez fait partie de l'opération. Oui, j'avais deviné, d'où ma confidence. Je vais vous mettre sous protection milicienne le temps de coincer P. Venez, allons retrouver l'ancien régent, après quoi vous me suivrez tous les deux dans la tour de la milice. Et en chemin, il faudra que vous me parliez de ce mystérieux voyageur qui vous accompagnait. Est-il suspect selon vous? Non, absolument pas. Il vient d'un monde dépourvu de magie et ne pourrait venir en le nôtre de sa seule initiative. Je crains, capitaine, d'ignorer complètement qui peut être réellement ce P.
Revenons à présent dans les bois pour retrouver Yvan, alors qu'il découvre près d'un groupement de buissons et recouverts de quelques feuilles mortes, un tas de vieux vêtements trempés par la rosée. Il les reconnaît immédiatement, oui, ce sont ceux de Frédéric. En un sens, il est heureux parce qu'il sent qu'il approche, que son enquête porte ses fruits et qu'il a finalement peut-être un peu de cervelle. Mais en même temps, c'est plutôt inquiétant parce que ces vêtements sont manifestement là depuis quelques semaines. Et comment se fait-il qu'ils soient restés là à l'abandon? Son frère ne les aurait pas abandonnés là et serait pas parti à poil. Enfin, encore que bon, étant alcoolique, oui, c'est possible. Mais peu probable, néanmoins, parce que bon, on disparaît pas des semaines à poil comme ça se fait pas. Même quand on est beurré, on fait pas ce genre de choses. Ça peut durer 1 heure ou 2, mais on ne reste pas des semaines comme ça. Encore qu'avec Fred, on sait jamais, Bref, comme cela se passe juste à côté de la rivière, il en conclut que peut-être que son frère aura voulu aller nager, et qu'il a donc pour ce faire retiré ses vêtements, et que peut-être, il s'est endormi dans l'eau et que le courant l'a emporté plus loin, loin de ses affaires, et qu'il aura été recueilli par on ne sait qui, ou peut-être même au pire qu'il se sera noyé, allez savoir. Avec ce qu'il boit, il a pas l'habitude de l'eau en plus. Mais, à ce moment précis, un petit mouvement se fit entendre et sentir dans un fourré, juste à côté de notre ami Yvan. Il sursauta et regarda en direction du dit assemblage végétal, en se demandant ce qui allait en sortir. Et quelle ne fut pas sa surprise, chers auditeurs, lorsque la créature qui sortit des fourrés, n'était en fait rien d'autre qu'une autruche. Oui, une autruche qui se tenait là, devant lui, manifestement souffrant de quelques plaies de contusion, mais néanmoins bien là, devant lui, et semblant tout agité, comme essayant de communiquer avec lui. Vous pensez bien que notre pauvre Yvan ne comprit absolument rien à ce qui lui arrivait. Bon, oui, j'avoue. Aussi complètement paniqué, il s'enfuit à toutes jambes. J'allais dire en agitant les bras, mais non, il peut pas. Et donc, à toutes jambes, en courant vers la rivière, en s'efforçant de la traverser, en espérant que l'autruche, effrayée par l'eau, ne le suivra pas. Autruche qui d'ailleurs, oui, ne le suiva pas, mais resta néanmoins sur la rive, s'agitant, criant, comme essayant de lui parler. Mais ça passait complètement au-dessus de la tête de notre pauvre Yvan, qui était complètement paniqué, qui continuait de courir à toutes jambes dans l'eau, pour essayer de sauver sa petite vie d'une éventuelle agression d'un oiseau sauvage, vous comprenez ? Mais fût-ce par maladresse ou par simple accident, encore que c'est la même chose, mais on s'en fout, notre pauvre Yvan glissa sur un rocher lisse et humide, et tomba, la tête la première, ne pouvant se retenir, car n'ayant pas de bras, je vous le rappelle, son crâne s'éclatant comme une noix de coco sur un rocher pointu et coupant qui se trouvait là, le tuant sur le coup, alors que des morceaux de sa cervelle étaient lentement emportés par le courant, sous les yeux consternés d'une autruche, désormais silencieuse. Autruche qui d'ailleurs, non seulement était devenue silencieuse, mais semblait exprimer comme, c'était bizarre, une légère tristesse alors qu'elle regardait en direction du cadavre du pauvre Yvan. Et alors qu'elle était là comme en deuil à se lamenter en silence, quelque chose se produisit. Oui, le cadavre d'Yvan, soudain, remua. L'autruche observa la scène, pensant avoir rêvé, mais non, un autre mouvement confirma qu'elle avait bien vu ce qu'elle avait vu. Le corps d'Yvan bougeait. Alors que sa cervelle était à moitié hors du crâne, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Et pourtant, il était là, même carrément en train de se relever lentement, là, le crâne complètement ouvert. Son corps se relevait. Il resta là un petit moment, sous les yeux complètement éberlués de l'autruche, figé, debout, l'air hagard, bavant presque même, c'était bizarre. Et puis au bout d'un moment, il commença à tourner la tête et à regarder dans une certaine direction. Il semblerait que ce soit vers la ville capitale de ce royaume qu'il regardait. Et là, d'un seul coup, il se mit à marcher vers cette direction, titubant, geignant, manquant de se gameler plusieurs fois, mais néanmoins persistant. Allez savoir pourquoi, peut-être l'avenir nous le dira-t-il, mais l'autruche décida de suivre Yvan. La journée se terminait, et le soleil une nouvelle fois déclinait, l'obscurité gagnant peu à peu le paysage. Et alors que tout cela se produisait, devant le palais royal de la ville capitale de notre royaume qui est lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus encore vraiment l'Antiquité, etc., etc., un étrange sombre carrosse que vous connaissez à présent bien approchait lentement de l'entrée du château. De ce massif carrosse qui semblait presque être fait de roche, une étrange vapeur orange s'échappait, plongeant dans l'évanouissement tous les gardes qui s'en approchaient en hurlant, rien ne pouvant donc stopper sa progression. Le carrosse s'arrêta, un escalier se déplia, et à son mystérieux cocher encapuchonné et sombre et sans visage, de les descendre une à une avant de franchir l'entrée.
Alors que le grillon grillonne, que la lune commence à luner et que la nuit s'affaire à nuiter à donf jusqu'à s'en oxyder les parois vaginales, des choses se produisent dans un couloir du palais royal où nous retrouvons nos amis, le capitaine Prinkles et le ministre Gonzague. Comme je vous le disais précédemment, ministre, aussitôt que nous serons allés trouver l'ancien régent, je vous mènerai tous deux en sécurité dans la milice pour vous protéger de paix. Ce plan est certes bienveillant, mais il ne me laisse pas assez de temps pour préparer d'éventuels bagages. Vous pourrez toujours vous faire expédier quelques affaires depuis la tour par après, mais il est urgent que je vous mette à l'abri. Paix a fait une victime dans ce palais chacun de ces 2 derniers soirs, et il se pourrait même qu'il surgisse de nulle part à tout moment pour tenter de vous assassiner. Comme en sortant subitement de derrière une statue, profitant de l'effet de surprise que procure ce couloir sombre. Par exemple, oui. Oh, ben justement... Halte, criminel! Prends ça! Mais ça va pas! Vous m'avez fait une coupure au bras, c'est super profond et ça pique! Bien joué, capitaine. Vous avez maîtrisé ce P extrêmement facilement. Cela n'avait rien de dur, monsieur le ministre, et je dois dire que je suis fortement déçu. Ce tueur qui se joue de la milice depuis si longtemps n'est en fait qu'un nabo. C'est vrai qu'il n'est pas très grand, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a su surprendre ses victimes. Je vous emmerde! Ils ont tous mérité de crever! Cela suffit! Parle, P! Qui es-tu? Et pourquoi signer tes morts de la lettre P avant de les sodomiser? La lettre P est tout simplement la première lettre de mon nom. Je l'ai gravée pour que les cibles restantes de ma liste se rappellent de moi et tremblent en sachant que leur tour viendrait. N'a-ce pas été votre impression, ministre? Mais je ne vous connais pas, mon petit. Quel est votre nom? Je me nomme... Pénisio. Qui ça? Vous le connaissez, ministre? Non, absolument pas. Vous êtes sûr qu'on se connaît, monsieur Pénisio? Bien évidemment! Vous n'avez donc pas compris? Bah non, moi je pensais que la lettre P voulait dire princesse. Pénisio est mon nom de renaissance. Mais avant, j'étais la personne que l'on nommait... Utérine. Utérine? Oui, rappelez-vous, j'avais une opération de changement de sexe programmée. Du coup, tout était logique. La lettre P, le nom Pénisio, Utérine devenue homme. Avouez que c'était bien trouvé, non? Oui, si vous voulez, mais comment étais-je ne fût-ce que supposé deviner que la lettre P se rapportait au nom de Pénisio, et que ce même nom se rapportait à vous, Utérine? Ah merde, ouais. Dans ma tête, ça semblait logique pourtant. Navré d'interrompre vos retrouvailles, mais j'aimerais qu'on m'explique. Qui est cette Utérine et pourquoi ces meurtres? Eh bien, Utérine était la fille de l'ancien régent et elle nous a accompagnés lors de l'expédition visant à assassiner la princesse dont je vous ai parlé. Je ne me souviens pas que vous l'ayez mentionné parmi les membres du groupe. Oui, je suis confus, j'ai oublié. Cette jeune fille s'était incrustée au dernier moment et ne faisait pas officiellement partie de la mission, voyez-vous. Nous l'avions juste emmenée pour occuper les gardes de la princesse. Du coup, je n'ai pas vraiment pensé à elle lorsque nous énumérions les membres de... Juste pour occuper les gardes. Nous y voilà. Vous m'avez traité comme une moins que rien. Vous m'avez tous abandonné aux gardes qui me violaient. Même le scribe, lorsqu'il est passé en courant pour vous rejoindre, ne s'est pas arrêté pour m'aider. C'est pour ça que je l'ai tué aussi, comme les autres. Vous êtes tous que des goujats. À cause d'un viol, ce n'est que ça? Vous ne pouviez pas porter plainte comme tout le monde? Et je suppose que la sodomie était une autre façon de vous venger de cet outrage. Oui, et puis bon, j'avais une bite neuve, alors autant la rentabiliser. Et je suis d'ailleurs fière d'avoir pu prouver ce que j'ai toujours soutenu. La femme que je suis a pu égaler les hommes. Une égalité absolue. Cette personne est manifestement complètement dérangée. Absolument, elle fait de ces histoires d'égalité une vraie obsession, si bien que je m'étonne de ne pas avoir pensé à elle comme coupable potentiel. C'était pourtant évident. Oui, c'était ce que mon plan prévoyait. Mais vous avez tout gâché en ne devinant pas. Les plans qui fonctionnent à 100% n'existent que dans les fables, Pénisio. Par ailleurs, vous êtes à présent en état d'arrestation. Venez là, je vais vous attacher les mains, puis vous comparaîtrez devant le roi pour qu'il vous juge et vous emprisonne. Allez! Pardonnez-moi, capitaine, mais je crains que cette idée ne soit pas excellente. Expliquez-vous. Ce Pénisio est au courant de la mission de meurtre que nous avons menée contre la princesse, et bien que celle-ci et son père, le roi, furent jadis en froid, il me semble quand même peu raisonnable de le laisser s'exprimer quant à cette opération, non? Je comprends. Dans ce cas, je vais le bâillonner et nous demanderons au roi de pouvoir le jeter aux oubliettes. Quoi? Non, mais non, je peux vous sucer si vous me laissez partir. Non, pitié, non,
Voilà. Le roi est-il déjà endormi? Je ne pense pas, il doit être dans la salle du trône, je crois. Venez, c'est par ici. En tout cas, j'avoue être plutôt content du dénouement de cette histoire. Cela fait un tracas majeur en moins. La milice est toujours fière d'aider le royaume, monseigneur. Ah, nous y sommes. Cette petite porte annexe donne sur la salle du trône. Bonsoir, sire. Pardon de vous importuner. Le ministre Gonzague, vous allez bien? Oui, merci, sire. Félicitations pour votre nez, qui est manquant. C'est très audacieux. Merci, hein, oui, avec de sex appeal, tout ça. mais ceci dit, qu'est-ce qui vous amène, hein? Et qui est donc ce drôle de petit prisonnier que vous traînez là? Eh bien, sire, figurez-vous que... Cette entrée fracassante n'était nulle autre que celle du sombre cocher du terrifiant carrosse qui venait de s'arrêter devant le château. Le dit cocher, ténébreux et baignant dans quelques restes de vapeur orange et sans aucune hésitation dans sa démarche, s'avança lentement vers un roi à la fois ébahi et inerte que ce spectacle ne semblait pas pousser à réagir, restant en fait immobile sur son trône. D'un pas lourd et presque assommant, l'obscur personnage finissait de se placer juste devant le souverain, puis il sortit de sa cape une plume et un étrange parchemin qu'il tendit au monarque avec autorité. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est ce type et que fait-il? J'ignore qui il est, mais je m'y connais assez en documents officiels que pour savoir, même en me tenant à cette distance, qu'il s'agit d'un acte d'abdication que ce spectre tente de faire signer à notre roi. Mon Dieu, c'est un coup d'État! Oh ta gueule, toi! Gardez un œil sur le prisonnier, ministre! Compris! Oh là, étranger! Veuillez vous éloigner de notre roi et décliner votre identité. Qui êtes-vous? Quelques jours plus tôt, au pied de la montagne du mage. Dans le bruit des sabots percutant le sol rocailleux et du crissement des essieux rouillés, arrivait lentement un sombre carrosse, plus énigmatique que jamais. Le dit véhicule avait mis bien des jours pour arriver à cet endroit qui semblait manifestement être sa destination, passant par les petits chemins déserts, quitte à faire de longs détours, et ceci au pas lent, comme faisant tout pour éviter d'attirer l'attention des autorités. Après qu'il se fut arrêté, l'homme absolument muet qui était aux rênes de cette étrange charrue désormais immobile, descendit de celle-ci et alla poser ses deux pieds sur un rocher plat qui se trouvait à quelques mètres de lui. Il fit quelques gestes et oui, il était en train d'user de magie. Il commanda le rocher sur lequel il était perché, le faisant quitter le sol, s'en servant comme d'une plateforme, d'un ascenseur, pour se rendre, voyez-vous, sans effort, au sommet de la montagne. De sa magie puissante, une fois le lieu haut perché atteint, il posa le rocher volant sur le sol sans aucun choc, avant d'en descendre calmement, tout en regardant aux alentours, scrutant comme possible en ce sommet brumeux. Et soudainement, il entendit un bruit approchant, tandis qu'une silhouette se dessinait peu à peu au travers de la brume grisâtre. Et c'est alors qu'il put enfin la distinguer clairement et qu'il découvrit que son comité d'accueil était en fait une autruche. Ah, mais pas n'importe quelle autruche, hein, chers auditeurs. Il s'agissait bel et bien de la fillette très très moche, oui. Je suis comme vous, hein, je pensais qu'elle était morte de faim et de soif, seule au sommet de cette montagne. Mais en fait, non. Voyez-vous, cette bougresse, à force de traîner là, avait fini par trouver la grotte du mage, endroit où celui-ci stockait notamment un copieux garde-manger qui avait permis à l'autruche, alias la fillette, de survivre des semaines durant. Et la voilà, tout étonnée de rencontrer un nouveau visiteur alors qu'elle ne croyait plus jamais voir personne en ce sommet désert. Et la voilà donc, espérant une nouvelle fois qu'elle pourra trouver de l'aide et redevenir humaine peut-être. Aussi, elle continua d'avancer vers le sombre étranger, tout en s'affichant aussi mignonne que possible pour lui plaire. Cependant, notre ami le cocher mystérieux n'était apparemment pas venu pour elle. Aussi, d'un geste de la main, il lui décocha une violente décharge d'énergie magique qui propulsa la pauvre autruche complètement paniquée dans le vide. Oui, elle dévala le flanc abrupt de la montagne en roulant sur elle-même comme un tonneau, s'écorchant et se blessant par endroits.
Pourtant, bien qu'amochée, par une chance absolument incroyable, elle n'avait subi aucune blessure grave. Et lorsqu'elle se réveillera de son évanouissement quelques heures plus tard, elle pourra se relever et entreprendre de rentrer chez elle pour retrouver sa famille, oui. Et ce sera encore plus tard, alors qu'elle aura emprunté un certain sentier longeant une certaine forêt, que son attention sera attirée par un lointain bruit de porte qui claque, bruit vers lequel elle se dirigera et qui l'amènera jusqu'au bord d'une certaine rivière à la rencontre d'un certain manchot. Oh, c'était donc ça. L'encapuchonné sombre bonhomme au sommet de la montagne, quant à lui, avait commencé à visiter les lieux. Se servant d'un sort de bouclier de type R, il chassait la brume autour de lui afin d'améliorer sa visibilité. Et c'est alors, mesdames et messieurs, que cet individu patibulaire qui vous a tant intrigué trouva enfin ce qu'il était venu chercher au terme du long et lent voyage qu'il avait entrepris. À ses pieds se trouvait l'objet de ses désirs, le plan de ses desseins qu'on ne pouvait que deviner machiavélique. À ses pieds donc se trouvait le cadavre du mage, la dépouille de l'homme, que dis-je, du magicien qui fut jadis roi respecté de notre royaume adoré, jusqu'à subir de la part de sa fille l'exil et l'amnésie qu'il avait mené en haut de ce pic rocheux. Son corps, bien que mort depuis pas loin d'un mois, n'était pas fortement décomposé et même relativement en bon état. Tout au plus, sa peau avait un aspect verdâtre, mais sinon ça allait. Hein? Ah oui, c'est vrai, merci. Oui, il y avait en plus de ça l'odeur, j'oubliais. Hein? Cela dit, comme je vous le disais, le corps n'était pas excessivement pourri, donc il ne sentait pas non plus super fort. Hein? Mais bon, cela venait sans doute, à mon avis, principalement du fait que la concentration en oxygène n'était pas très forte au sommet de cette montagne, voyez-vous. Et donc la décomposition n'avait pu être très avancée. Voilà. L'inconnu se pencha sur la dite dépouille et, après un court instant de réflexion, frappa le sol du poing, exprimant ainsi sa contrariété. Il se leva ensuite lentement et fit demi-tour. Mais, au bout de quelques pas, il s'arrêta net. Il se retourna, fixant à nouveau le cadavre, et resta là à l'observer quelques secondes, en prise à quelque profonde réflexion. Puis, d'un sourire silencieux, il s'en approcha à nouveau. Mais quelle idée diabolique avait pu germer dans son esprit malfaisant, chers auditeurs, qu'avait donc pu lui inspirer la carcasse décomposée d'un mage qui ne pouvait désormais plus exaucer aucun vœu? Oh mais il s'était soudain mis à remuer à nouveau les bras, dans une danse ténébreuse exécutée à quelques pas à peine du défunt roi, oui, il invoquait à nouveau la magie. Moultes énergies magico-mystiques se concentraient une nouvelle fois entre ses mains avant de jaillir de celle-ci pour imprégner le corps putréfié. Ce sur quoi, c'était incroyable, celui-ci se mit à bouger, il toussota même quelquefois et... Oh mais oui, le sombre cocher venait de ressusciter le roi. Ce mystérieux inconnu n'était donc pas moins qu'un authentique nécromancien, oui, un adepte des diaboliques arcanes, capable de tromper la mort. Et c'est donc ainsi que l'on pourra désormais nommer cet individu, le nécromancien. Bonjour maître, comment puis-je vous servir? Bafouilla le roi mort-vivant qui s'était relevé pour se tenir face à l'homme qui l'avait ramené de l'au-delà. Se tenant impassible devant le zombie obéissant qu'il venait de créer, le nécromancien lui expliqua ses projets. Altesse, j'ai eu vent de votre existence ici en tant que mage, et suis venu mu par le projet d'absorber votre pouvoir pour l'ajouter au mien en ingérant votre cœur. Mais toute vie l'ayant quitté, et même encore en cet instant, je dois renoncer car cela ne fonctionnera pas. Oh, mais c'est bien dommage tout ça, c'est tristounet, c'est larmoyant, c'est... Silence! Oui, poursuivez donc, cher maître. Si je ne puis avoir votre magie, je puis cependant acquérir vos pouvoirs royaux et diriger ce pays comme bon me semblera, et ceci pour l'éternité. Vous retournerez donc en votre palais et régnerez à nouveau comme vous l'avez fait autrefois. Il est certain que personne ne contestera le retour et les décisions du roi légitime. Ah oui, c'est certain, et comme je dis toujours, I got the power et... Dans quelques jours, je viendrai vous voir au palais. Vous signerez alors votre abdication et me transmettrez le pouvoir. Est-ce bien compris, esclave? Oui, maître, I got aussi the comprehension et tout ça, hein, je suis un roi quand même, hein. Et au nécromancien de lancer un nouveau sort pour téléporter le roi mort-vivant à l'entrée de son château, le faisant apparaître sous les yeux ébahis de ses sujets qui fêteront son retour pendant que le sombre cocher reprendra la route dans son imposant véhicule pour arriver au château 2 jours après. Oh là,
étranger, veuillez vous éloigner de notre roi et décliner votre identité. Qui êtes-vous? Oui, nous sommes de retour au château du roi. Et malgré l'ordre du capitaine Prinkles, le nécromancien n'avait pas bougé. L'odorant souverain, quant à lui, avait déjà pris en main le parchemin, et voilà qu'il le signait, avant de le rendre à son maître diabolique. Celui-ci le reprit brusquement, lui qui était désormais officiellement devenu le nouveau monarque. Et voilà, mon bon maître. Y a-t-il autre chose pour votre service? Un petit massage, peut-être? Non. Et au sombre encapuchonné de mettre en pièces son serviteur zombie à l'aide d'une nouvelle puissante décharge d'énergie magique. Oh! Crève! Pourriture de régicide! Le nécromancien stoppa net la course du valeureux chef de la milice en le frappant mortellement d'une autre décharge, avant d'offrir le même sort au pauvre ministre Gonzague. Dans le même temps, le prisonnier Pénisio avait profité de ses diversions pour s'enfuir à toutes jambes, courant les bras liés dans son dos et empruntant une petite porte entr'ouverte qui se trouvait non loin de lui. Ce qu'il ignorait, c'est que la dite entrée menait justement à l'oubliette, fossé qu'il ne vit point à cause de l'obscurité et dans lequel il tomba pitoyablement. Il y agonisera 2 jours avant de mourir, le corps percé par ses nombreux os brisés. Parallèlement, le nécromancien était en train d'évacuer les quelques restes du corps du roi gisant encore sur le trône, pour ensuite s'y asseoir triomphal et satisfait, rêvassant désormais à son règne débutant. Mais c'est alors qu'un cri strident le fit sursauter. Oui, chers auditeurs, c'était incroyable. Notre ami l'autruche, alias la fillette très très moche, avait surgi en ces lieux et n'était pas moins qu'en train de foncer vers le sorcier, sans aucune hésitation, semblant bien décidé à lui faire payer ses crimes. Alors que, un bref instant, le machiavélique cocher put, malgré ses pouvoirs, ressentir la crainte face à cette menace, un autre son retentit soudain dans la majestueuse salle. C'était incroyable, un coup de feu détonnant venait d'être tiré. L'autruche s'écroula raide morte aussi sec, sous le regard surpris et aux pieds de sa royale cible, qui ne comprit pas. Mais c'est lorsque le nouveau roi en question leva les yeux qu'il ne put que tressaillir, chers auditeurs, car ce qu'il vit dépassait tout ce qu'il avait pu anticiper en fomentant ses plans. Voyez-vous, mes fidèles admirateurs, notre royaume qui était lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus encore vraiment l'Antiquité, et qui est un sol propice à la poussée des carottes, avait une particularité unique, oui, un phénomène atmosphérique, voyez-vous. Il arrivait que, fût-ce à cause de champs magnétiques ou de courants énergétiques se trouvant dans l'air du dit pays, certains sorts puissants, lorsqu'ils étaient jetés, débordaient de la trajectoire qu'on leur avait donnée pour s'étendre de manière incontrôlable. Cela s'était d'ailleurs produit, souvenez-vous, lorsque la sorcière Marianne avait lancé son sort de transformation sur le pauvre Frédéric, le dit sortilège s'étant accidentellement répandu sur un quartier de la ville capitale, changeant en port tous ses habitants et provoquant ainsi le trépas de la catin Véronique. Il s'avérait manifestement que, encore une fois, cela s'était produit. Le sort de résurrection qu'avait lancé le nécromancien 2 jours plus tôt s'était étendu. Car ce que le dit protagoniste vit face à lui ne pouvait que le confirmer. L'autruche venait de se faire tuer par un zombie tuant un fusil. Un zombie, oui, qui venait d'entrer en gémissant dans la salle du trône par la grande porte. En y regardant mieux, on pouvait... Oui, vous le reconnaissez, il s'agit de Charles, le chasseur nul. Lui aussi avait été ressuscité par le sort et... Au zombie de sa femme d'entrer à son tour. Et puis César, le comptable frigide avec les tripes à l'air. Puis le petit Amédée encore tout potelé. Puis Al-Ed, le voleur pourrissant et rampant sur le sol à cause de ses os brisés. Et puis le zombie du scribe, du soldat Wesh, et même de la princesse assassinée. Et voilà aussi Carrie vivant, ce qui explique d'ailleurs la présence de l'autruche qui le suivait depuis la rivière. Damnation, mais quel est ce délire? Et autour des cadavres de ministres et de Prinkles de se relever avant de se joindre à la masse des zombies. Le sort du nécromancien s'était bel et bien propagé dans l'air, réveillant tous les morts récents du royaume, et par résonance, permettant même d'agir encore malgré qu'il fut lancé 2 jours auparavant. Une intense inquiétude prit le ventre du sorcier quand il constata que tous les morts vivants désormais amassés convergeaient vers lui. Il tenta de les contrôler, leur ordonnant de reculer comme il aurait pu le sommer au roi zombie, mais rien n'y fit. La partie du sortilège garantissant l'obéissance avait été perdue. Seule l'action de résurrection avait été propagée. Et furieux d'avoir été réveillés de leur trépas, les zombies semblaient bien décidés de faire payer celui qui les avait fait revenir, d'où leur réunion en cet endroit.
Il faut les comprendre, voyez-vous. Ceux qui étaient au paradis étaient probablement en train de rater le concours de crêpes, la course en sac, ou même le marathon d'Harry Potter, tandis que ceux condamnés à l'enfer, étant sur Terre, vivaient du temps où ils ne purgeaient pas leur peine, et qui plus est donc étaient comptés comme de la désertion, ce qui les exposait à des sanctions sataniques. Désireux donc de retourner vite à leur tombe, ils avançaient tous, titubants mais déterminés, pour Oxyr, le nécromancien. Celui-ci, acculé, se préparait à se défendre à coups de magie, et il aurait pu y parvenir, si, sans prévenir, le zombie d'un horrible blob pustuleux ne lui avait pas, à cet instant précis, sauté dessus par derrière pour le plaquer au sol. Rendu ainsi impuissant, le tyran fut sauvagement mis en pièces par les morts vivants. Ceux-ci s'écroulant ensuite sans vie dès que leur proie eut rendu l'âme dans son dernier soupir. Au dehors, la vapeur orange se dissipa, et les gardes, sortant de leur torpeur, purent investir la salle du trône, mais ne pouvant alors que constater le carnage déjà révolu. Le lendemain, l'ancien régent fut unanimement réélu à son poste de souverain par intérim, et c'est ainsi que cette histoire put être écrite au passé décomposé, et que le royaume continua à vivre en paix. Pour un temps, en tout cas. Moralité de l'histoire. Si vous ne voulez pas un jour être un zombie, faites-vous incinérer. Voilà, je verse délicatement, et c'est bon. Plus qu'à revisser le... Oh, chers auditeurs, c'est vous. Vous allez bien, hein, ce que je fais là? Ah oui, bah écoutez, comme vous pouvez le voir, je me trouve dans une merveilleuse chambre d'hôtel de luxe, et avant de partir, je me livre, voyez-vous, à un petit rituel que j'aime accomplir en pareille situation. Tel que vous me voyez, je viens de verser à l'intérieur du pommeau de douche de la salle de bain de merveilleux cristaux d'acide entourés d'une fine couche de retardateur chimique que l'eau dissoudra lorsque le prochain locataire voudra se laver. Ah oui, que voulez-vous, je suis facétieux. Mais soit, vous tombez bien parce que j'avais une annonce à vous faire justement, bande de vénards. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais nous sommes aujourd'hui le matin du 16 novembre 2014 et oui, cette nuit, vers les 3h du matin, n'a sonné pas moins que le 5e anniversaire de ma merveilleuse histoire sans début. Ça se fête, non? D'ailleurs, pour l'occasion, je me suis offert, voyez-vous, de somptueuses vacances et... Ah mais oui, c'est vrai, vous ne savez pas ça. Eh bien écoutez, voilà, d'avoir pu, lorsque je travaillais cet été sur mon histoire, l'évasion d'un cobaye, reparler à mon merveilleux fan nommé Ximnet. Le dit admirateur m'a conté que ses voyages au Canada l'auront instruit de l'existence de moult variétés d'ours en ces contrées nordiques et, curieux et désireux d'en apprendre plus, je me suis laissé aller à un nouveau caprice, et je me suis offert un merveilleux chalet ici au Canada. Et voilà, je suis d'ailleurs arrivé ici tard hier soir, d'où cette petite escale à l'hôtel avant de pouvoir pendre la crémaillère de cette nouvelle demeure. Et voilà, j'ai hâte d'y être d'ailleurs. C'est un superbe chalet, vous savez, 17 chambres et 19 salles de bain pour moi tout seul. Si. Alors bon, certes, il a fallu raser 3 forêts pour le construire, mais bon, ça repoussera. Et puis bon, à moins évidemment, oui, que des gens bâtissent des centres commerciaux sur cette terre désormais lisse avant, mais bon, c'est quand même pas la faute des capitalistes si les arbres sont plus longs à pousser que les bâtiments à être construits. Oui, on critique ces gens, mais encore une fois, la nature se défend mal. Faut savoir rester un petit peu objectif et admettre que la défaite de la nature est peut-être en elle-même naturelle, non? Mais bref, voilà, je vais donc en somme rester ici au Canada quelque temps pour m'offrir un merveilleux congé bien mérité avant d'attaquer la partie hors série de ma fascinante saison 7, et je pensais voilà utile de vous prévenir, donc c'était l'idée de ce message. Voilà, bon d'ailleurs tout est prêt pour moi, j'ai pensé à nourrir mon cher Ricardo avant de partir, d'ailleurs en passant ça a été vraiment très difficile de trouver encore des restaurants exotiques qui veuillent bien me livrer, allez savoir pourquoi sans doute, et
était-il d'humeur boudeuse? Allez bref, saliveuse, les chouillons à vous mes chers fidèles, et à très bientôt hein. Le débat intellectuel. Bonsoir à tous, chers radiospectateurs. Radio parce que notre émission est diffusée sur antenne, et spectateurs parce que vous nous spectaclisez en nous écoutant, je suppose, en tout cas j'espère. Sinon, ça pose quelques petits problèmes professionnellement parlant. Mais bref, notre débat intellectuel de ce soir portera sur un thème on ne peut plus passionnant, comme d'habitude. Et pour ce faire, nous avons invité avec nous un expert que nous accueillons. Bonsoir, monsieur l'expert. Ah oui, bonsoir, je suis encore une nouvelle fois ravi de participer à votre émission, voyez-vous. C'est que mes soirées sont longues et ennuyeuses, alors moi si je peux sortir un petit peu et discuter, tout ça. Oui, merci d'être venu en tout cas. Notre débat donc portera sur le thème mais quelle influence ont pu avoir les mammouths dans l'évolution humaine? Tout à fait, voyez-vous, les mammouths, ce sont des animaux, voyez-vous, de type un petit peu pachydermique, comme ça, avec beaucoup de poils et des défenses très très longues et qui piquent beaucoup. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas se placer devant un mammouth. Enfin, heureusement, il n'en existe plus actuellement, hein. Oui, on est au courant, ils ont disparu il y a de ça environ 4000 ans, hein. Oui, tout à fait, c'est ça, environ 4000 ans. Et oui, voilà. Et ces animaux, voyez-vous, ont eu une incidence particulière sur le développement de la civilisation humaine. Ah oui, voilà, c'est le sujet de notre débat. Vous me paraphrasez à merveille, cher monsieur l'expert. Ah mais oui, oui, mon épouse me le dit souvent, je paraphrase très bien. Oui, voilà. Et donc, monsieur l'expert, pouvez-vous donc nous dire, enfin nous affranchir de cette énigme, de la réponse de cette énigme? En quoi les mammouths ont-ils influencé le développement de la civilisation humaine, donc? Ah là, c'est vous qui paraphrasez. Ah, chouette. Donc oui, voyez-vous, on a souvent fait, l'éloge de certaines civilisations, les premières civilisations humaines, voyez-vous, comme les Sumériens ou encore les Égyptiens, on dit souvent, pendant que l'homme blanc vivait dans sa grotte ou était un chasseur-cueilleur nomade, voyez-vous, préhistorique, tout ça. Oui, je vois. Eh bien, ces civilisations déjà se développaient, pendant que, on le dit souvent d'ailleurs, il y a 4000 ans, alors que l'homme blanc donc chassait le mammouth en bonhomme préhistorique, les Égyptiens, eux, construisaient des pyramides et des édifices monumentaux, voyez-vous. Oui, c'est une chose qu'on a souvent entendue. Je suppose que c'est un fait historique qui aide beaucoup les idéologies antiracistes. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Comme ça, on dit, voilà, l'homme blanc, il est pas si terrible, parce que voilà, à ce moment-là, il était en retard, alors maintenant, il fait son malin, mais oui, voilà, bon, ça, oui. Mais, et donc, quel est le rôle des mammouths dans cette histoire, monsieur l'expert? Eh bien, c'est simple, voyez-vous, parce que finalement, l'homme blanc, oui, on le critique, mais en fait, s'il était en retard à ce moment-là, c'est la faute des mammouths. La faute des mammouths. Oui, des mammouths. Des mammouths, c'est ce que j'ai dit, mais vous paraphrasez décidément, vous insistez dans cette voie, hein. Ah non, mais c'est vrai que c'est moi qui fais ça. Mais c'est pas grave, le méga. Alors, voyez-vous, les mammouths, l'homme blanc, hein, imaginez-le, hein, dans la préhistoire, voilà, et dès qu'il veut construire un foutu édifice, eh ben, il est emmerdé, parce qu'il y avait toujours systématiquement un troupeau de mammouths qui déambulaient, qui débarquaient comme ça, hein, avec ses gros sabots, qui marchaient bien lourdement, qui faisaient trembler le sol. Du coup, tout s'écroulait, hein, ou alors ils fonçaient tête baissée, ils chargeaient comme des malades, et ils renversaient tout ce qu'on avait empilé comme cailloux pour construire quelque chose, et il fallait tout recommencer. Du coup, c'est pour ça, comprenez-vous, que l'homme blanc a dû commencer par zigouiller tous ces connards de mammouths. De mammouths. Oui, de mammouths, c'est ce que j'ai dit. Pour pouvoir enfin commencer à construire des édifices. C'est pour ça que ce retard est complètement en dehors de sa responsabilité, qu'on ne peut pas dire que l'homme blanc était à ce moment-là inférieur à la supériorité qui le caractérise et qui, il faut le dire, est effective, parce que l'histoire en est la preuve, hein, on est quand même un petit peu les meilleurs, et puis c'est comme ça, il n'y a pas de mal, hein, il faut pas avoir un complexe de supériorité et commencer à... Oui, mais donc vous êtes en train de nous dire que les mammouths auraient saboté l'évolution de l'homme blanc pendant la préhistoire, et que c'est ce qui a permis à d'autres civilisations qui n'avaient pas de mammouths dans leur région d'avancer à ce moment-là. Absolument, c'est la faute de ces connards de mammouths. Oui, de mammouths, donc.
Eh ben, c'est une révélation vraiment surprenante, monsieur l'expert. Et avez-vous des preuves? Non. Enfin, je veux dire, c'est juste logique, hein. Vous avez vu la taille des bestiaux. En plus, l'Europe, c'est tout petit, hein. Donc, fatalement, hein, si vous voulez construire quelque chose quelque part, vous allez fatalement, à un moment ou à un autre, tomber sur des connards de mammouths. Des mammouths. Oui, des mammouths. Oh, vous êtes embêtant à la fin. Et donc, voilà, c'est juste évident, hein. L'homme blanc n'était pas en retard. L'homme blanc était tout à fait en phase avec son évolution supérieure. C'est juste que, voilà, il a fallu commencer par zigouiller les mammouths pour, voilà, commencer à évoluer. Et voilà, c'est une révélation historique tout à fait surprenante qui émane de recherches que j'ai entreprises moi-même, mais parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai de longues soirées à occuper. Hein. Oui, je suppose qu'on peut établir que c'est un fait historique. Léger, mais un fait historique. Après tout, on n'est plus à ça près. Il y a qu'à regarder les reportages National Geographic. Ils font des films d'1h30 avec moins que ça. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai reçu une proposition de leur part pour porter ma découverte en un reportage où j'ai cogné le micro. Ça a fait un bruit. Je recommence. Ah, c'est marrant. Ça fait du bruit. Oui. Sandrine, vous les trouvez où vos experts? Parce que là, je commence à douter un petit peu pour la qualité de l'émission. Oui, bon. Voilà, chers radiospectateurs, merci de nous avoir suivis dans ce numéro absolument passionnant. Oui, qui était dédié aux mammouths. Aux mammouths. On ne prononce pas le S à la fin du mot mammouth, monsieur. Mais vous êtes bien sectaire, enfin. Bon, ben, on vous rend l'antenne, hein. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, bonjour chers auditeurs, hein, ça faisait longtemps. Ah, il faut m'excuser pour cette longue absence, mais que voulez-vous, j'ai eu quelques petits soucis d'ordre, disons, vaguement plus ou moins, éventuellement, judiciaire. Oui, voyez-vous, je me suis retrouvé, malgré moi et à ma plus grande surprise, enfermé dans une petite pièce dont la porte était composée d'étranges barres métalliques. On m'y a placé, paraît-il, parce que, voilà, mes tendances amoureuses choquent quelque peu, voyez-vous. Que voulez-vous, les gens sont des angoissés, hein. Ils ont besoin de leurs conventions auxquelles ils s'accrochent désespérément, et sitôt qu'un esprit libre, voilà, survient, comme ça surgit de nulle part, et vit ses passions un petit peu incongrues, et tout de suite, voilà, il y a besoin de l'enfermer pour, et voilà, calmer leurs petites angoisses. Donc voilà, je me suis retrouvé quelque temps un petit peu hors circuit. J'espère que vous me pardonnerez. Voilà. Bon d'ailleurs, à propos d'esprit libre et de petites pièces, voilà, le fait d'être enfermé entre quatre murs comme ça, si longtemps, m'ont permis de réfléchir énormément et d'imaginer tout un tas de choses, et voilà, et figurez-vous que j'étais pris à ce que j'appelle des pensées en vrac tout du long. Oui, voyez-vous, toute une somme de petites pensées un peu géniales et formidables, ou de questions et de réflexions existentielles qui surviennent dans mon cerveau formidable, voilà, pour contrer l'ennui. Et je me suis dit que j'allais vous en faire part, enfin, en tout cas de quelques-unes, histoire de partager ça avec vous. Allez, c'est parti. Connaissez-vous l'actrice Gwyneth Paltrow? Vous savez, qui joue la copine de Brad Pitt dans Seven, et aussi Pepper dans la série des Iron Man. Vous voyez cette actrice blonde aux yeux bleus là, et figurez-vous que je me suis renseigné un petit peu sur son cas, et malgré le fait qu'elle soit justement de type un petit peu scandinave comme ça, elle a en fait des origines amérindiennes, voyez-vous. Si, je vous assure. D'ailleurs, d'où son nom extrêmement étrange, hein, parce que vous l'avez remarqué, hein, Gwyneth Paltrow, c'est quand même un nom on ne peut plus pas banal. Et j'ai compris l'explication de ce phénomène, et je vous l'explique. Hein. C'est simplement parce que Gwyneth Paltrow, en fait, c'est le diminutif de son totem indien. Oui, tout simplement, parce que en fait, voilà, Gwyneth Paltrow, c'est son agent qui lui a conseillé de réduire un peu son nom pour qu'il soit plus prononçable par les masses, parce que son totem originel, voyez-vous, est beaucoup trop long et compliqué que pour pouvoir le retenir comme ça en une seule écoute. Hein. Et en fait, le dit totem indien au complet est tout simplement devenu Gwyn parce que son mari trouvait pas le trou. Des nouvelles de New York dans une galerie d'art. Un artiste excentrique vient de réaliser une sculpture entièrement modelée à base de crottes de nez. Autant vous dire que ça lui a pris des années de travail et qu'il a beaucoup fait ce qu'il fallait pour chercher le rhume. Hein. Oui, il se baladait tout nu dans la rue, paraît-il. En plein hiver. Le mot chinois, ça commence comme chiant et ça finit comme sournois, ce qui est très éloquent quant à la perfidie de ce peuple de sauvages, n'est-ce pas? D'ailleurs, petite remarque à propos de ces enculés de chinois, c'est que, bon, leur truc d'écriture, là, avec un symbole par mot, avec ça, y a pas moyen de faire des mots croisés ou de Scrabble, hein, si c'est pas preuve qu'ils sont vicieux, ces enculés, hein. Le point rouge sur le front des Indiens, attention, je parle des vrais Indiens, hein, des Indiens d'Inde, pas les faux Indiens de Yankee, donc, hein, le point rouge sur le front des Indiens est représenté comme un troisième œil, mais ça c'est pour les gens éclairés, hein, parce que pour les Indiens cons, c'est juste un deuxième trou du cul.
Vous savez, les produits conservateurs qu'on met dans les aliments, là, oui, vous voyez les conservateurs, tout ça, hein. Bon, bah, j'imagine que ça s'achète dans des bouteilles ou des tonneaux, hein. Mais ces récipients, hein, de produits conservateurs, ont-ils une date de péremption? J'ai trouvé une super combine pour rester jeune plus longtemps. Il suffit de s'arranger pour naître lors d'une année bissextile. Plus précisément un 29 février, voyez-vous. Comme ça, on ne fête son anniversaire qu'une fois tous les 4 ans, et bon, on vieillit 4 fois moins vite. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Au Moyen-Âge, lorsque l'on voulait envoyer de la nourriture à un proche, vous voyez, genre faire un petit cadeau, un petit colis, voilà, avec une friandise, pour faire plaisir, tout ça pendant les fêtes, par exemple. Lorsqu'on voulait envoyer, voilà, de la nourriture à un proche, comme par exemple, mettons, je sais pas, une tarte, voilà, eh ben, on pouvait le faire par pigeon voyageur, hein. On commençait par faire manger la tarte au pigeon, après quoi, on l'envoyait, il volait jusqu'à destination, et là, le destinataire n'avait plus qu'à faire vomir le pigeon, pour récupérer la tarte. Cependant, très bizarrement, les gens à l'époque préféraient simplement bouffer le pigeon. Oh, et notez, c'est pas con en fait. Les PD, on en dit des choses sur eux, mais je crois qu'il y a une chose importante à savoir, c'est que les PD sont une invention des hommes pour mieux intégrer le monde des femmes et les espionner. Ah oui, car les femmes ont souvent un copain PD à qui elles confient tout. Vous croyez que c'est dû au hasard, hein? Eh ben non. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Ah, vous étiez là, chers auditeurs. Excusez-moi, je suis un petit peu barbouillé. C'est parce que voilà, je reviens d'un petit repas là. Je me suis essayé à manger des insectes. Oui, des insectes. Et cet infect, ça me débecte et ça fait que je défèque. Voilà, vous savez tout. J'ai mal au bide. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je sais pas, ils essayent de nous fourguer ces merdes là depuis longtemps, hein, parce que depuis 30 ans, à chaque grosse foire agricole, il y a toujours un stand de hippies à la con qui essayent de refourguer leur merde, ou faire bouffer leurs bestioles, leurs vermines là, et bon non, ça passe pas. Ça passe pas, et puis c'est normal parce que c'est pas fait pour ça, hein, les insectes, c'est de la bouffe pour les oiseaux, ça, hein. Est-ce que vous mangez, vous savez les petites boules là dans des filets en plastique vert là qu'on met aux arbres pour les piafs, est-ce qu'on irait bouffer ça, hein? Bah non, bah voilà, c'est pareil. Oh. En plus, c'est dégueulasse à l'intérieur, les insectes, c'est comme une espèce de pu tout jaunâtre, c'est visqueux, dégueulasse. Il n'y a pas le contact charnel qu'il y a avec la viande, vous voyez. Et d'ailleurs, ça remplacera jamais la bidoche normale, hein, parce que, qu'on le veuille ou non, même si les insectes commençaient à proliférer au niveau rayon boucherie, il faudra de toute façon continuer à élever des vaches pour du lait, des poules pour les œufs, et des chevals pour le tiercé, déjà. Et aussi pour faire plaisir aux gosses de riches. Voilà, aux gamines de riches, là, qui veulent tous à cheval. Tout à cheval. Enfin bref. Plus jamais ça. Heureusement, je dilue, je me soigne, hein, je dilue la masse d'insectes que j'ai dans le bide avec du martini. Ça a l'air efficace. Bref, ceci dit, je pense que je vais pouvoir en arriver à la suite tout doucement, ce qui nous occupe. En l'occurrence, je vais vous raconter une nouvelle histoire, tout de suite, après le générique habituel. Cette nouvelle histoire sera donc une histoire un petit peu à part, hein, qui ne sera donc sans lien avec nos protagonistes habituels, mais pourtant se déroulera malgré tout encore une fois dans notre merveilleux royaume, qui est lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus encore vraiment l'Antiquité, et qui a un sol propice à la poussée des carottes, et en son centre, une montagne avec un mage au sommet, tout ça, hein. Et notre histoire donc tournera autour de Laurent, un petit enfant de 8 ans, et qui est un petit peu en retard, hein, voilà. Alors bon, vous vous demandez sans doute, en retard par rapport à quoi? Eh ben disons que les grenouilles, les plus lambda, pourraient le battre aux échecs. Ouais, et en moins de 7 coups.
Ouais, et même lorsqu'elles hibernent d'ailleurs, parce que notre petit Laurent est si con qu'il a même déjà réussi à se battre tout seul aux échecs, parce que il oublie très vite quel pion il joue, quelle couleur il doit bouger, voilà, et du coup inévitablement, voilà, il se fait échec et mat tout seul, comme un abruti. Ouais, j'ai quand même gagné du coup, non? Mais bref, le petit Laurent, tout attardé qu'il fut, aussi bâclé que fut la construction de sa structure neuronale, rappelant en matière de ratio quantité-résultat les choix de par trop souvent hasardeux autant qu'imprudents de la plupart des administrations étatiques, oui, malgré tout ça, le jeune Laurent était dévoré par une passion dans laquelle il excellait comme aucun autre avant lui. Le sport favori de notre petit môme chétif, l'activité qu'il pratiquait si régulièrement et avec une passion que rien n'égalait, était de se curer le pif pour essayer d'en sortir les plus gros colombins nasaux possibles. Et là, celles ou ceux qui trouvent que ce dénouement est ridicule, je les invite à consulter le Guinness Book, parce qu'il existe apparemment des spécialités encore bien plus débiles que celle-là. Alors donc, un petit peu de tolérance, s'il vous plaît, Et puis bon, il y a pire, c'est quand même pas comme s'il les mangeait après... C'est bon, et celle-ci, elle avait un goût de noisette. Oui, bon, d'accord, c'est une petite merde. Voilà, mais que voulez-vous, les héros des histoires ne peuvent pas toujours être des personnages hors du commun, des héros, avec un côté ténébreux et qui vivent une aventure palpitante aux côtés d'un second rôle féminin canon pour battre un vilain méchant et sauver le monde et accomplir une grande destinée en passant, Non, moi je vous offre des histoires plus authentiques, avec des personnages aux petits oignons et non pas des stéréotypes manufacturés, s'il vous plaît. Pipi vagin et merguez poissis. Bref, faut que je me reprenne, voilà que je suis encore en train de sauter du Coca Light, Sauter du Coca Light, j'ai jamais compris cette expression. Qu'est-ce que vous me dites, vous, là, tacitement et en différé, alors que vous écoutez ce fichier? Du Coca-Lan. Merci, mais enfin, je sais pas pour vous, mais moi, maintenant que je sais ça, je comprends quand même toujours pas cette expression, du Coca-Lan. Donc quoi, on se perche sur un coq pour de là sauter sur un âne. Bon, alors déjà, un coq, on fait un petit peu plus haut comme perchoir, donc c'est pas très pratique. Et puis je sais pas si on peut toujours appeler ce bestiau un coq, vu ce qu'il doit en rester une fois qu'on est monté dessus, non? Enfin bref, revenons-en à l'histoire. Aussi, donc... Laurent ramonait inlassablement ses cavités pifières, jour après jour, et parfois même de nuit, alors qu'il rêvait à ses plus belles prises, et que ses gestes se mêlaient à ses constructions oniriques. Chaque soir, il notait ses progrès dans un petit carnet. Oui, il a entendu dire qu'il était conseillé aux athlètes de noter leurs performances. Alors bon, il est fait pareil, Le petit Laurent ne manquait jamais d'inscrire dans le dit livret les joies affiliées aux extractions prolifiques qui firent ses succès, tout comme les chagrins venant de ces jours où les crottes qu'il tractait si vaillamment ne tenaient pas l'attention et se brisaient en cours de route. Et pourtant, un beau jour où était-ce une nuit, non, pas une nuit, forcément non, ce qui va suivre n'a pas pu se passer une nuit, je suis bête. Donc bon, un beau jour donc, notre petit Laurent, comme à son habitude, exerçait son art, à défaut de pouvoir se rendre utile de quelconque façon, le boulet. Et soudain, ce jour arriva. Ce jour où tout se justifie, tout semble s'embriquer de façon parfaite, Un de ces jours où il nous semble plausible que la destinée existe et que nos entêtements furent tout du long de droit divin, vous voyez. Oui, ce jour où notre jeune ami ôta de sa narine le plus gros, le plus énorme, mais alors le plus immense des coprolites qu'il n'a jamais été donné de voir. Aussi gros qu'une noix, vous rendez-vous compte? C'est moi le meilleur champion de la planète du monde. Aussi, l'enfant accourut auprès de sa mère, celle-ci bulant dans sa cuisine, comme l'adipeuse chômeuse satisfaite qu'elle était. T'as vu, maman? C'est le plus gros que j'ai jamais fait de toute ma vie. C'est bien, mais ton doigt est tout dégueulasse. Va le frotter avec un mouchoir. D'accord, mais je garde mon caca au souvenir, Ouais, le mange pas en tout cas. Il reste de la brochette de rat d'hier pour déjeuner, alors te coupe pas l'appétit. Et ça veut dire que t'es d'accord qu'il est gros, Et ainsi, le jeune Laurent s'en alla dans sa chambre, farfouillant de sa main libre dans les tiroirs de sa commode à vêtements. Cependant, son visage orné d'une paire d'yeux à la lueur bovine sembla soudainement afficher comme un léger désappointement. Aussitôt, le garçonnet, promenant toujours sa gigantesque pépite muqueuse au bout de son doigt, retourna voir sa mère. Laurent fit part à sa triste génitrice pas gênée de la soudaine pénurie de mouchoirs qui accablait son stock vestimentaire. Et à la grosse de se lever, et au terme d'une longue et pénible lutte livrée contre l'attraction terrestre, alliée aux vives protestations de son oisiveté, la dite femme entraîna son fils jusqu'à sa chambre à elle. Elle tenta d'y trouver un mouchoir à prêter à sa progéniture prolifique, mais rien. Tous étaient au sale.
Et c'est en cette situation que la fort peu courageuse ambassadrice du genre pachydermique parmi la génétique humaine se souvint avec une certaine lassitude que le linge ne se lavait pas tout seul, et qu'il fallait à sa personne de temps en temps s'occuper de ses corvées quotidiennes pour qu'elles soient faites, mais bon, que voulez-vous? Découragée à l'idée de troubler l'intense programme de sa journée, rythmé par une succession de siestes et de flâneries rigoureusement minutées, la grosse matrone préféra confier un sou de bronze à son petit Laurent afin qu'il aille s'acheter lui-même un mouchoir neuf dans la boutique au coin de la rue. Notre petit Lolo s'extirpa donc de son domicile pour se rendre au dit petit commerce de quartier. Et alors qu'il allait y pénétrer, il fut soudain bousculé par un homme à l'allure patibulaire qui le renversa malgré lui alors qu'il sortait à toute vitesse du magasin. Le type en question ne perdit pas de temps à se confondre en excuses, mais poursuivit au contraire directement sa fuite, sans altérer son élan. Le petit garçon s'étonna de tout cela et se releva du sol poussiéreux contre lequel il était tombé. Et c'est alors qu'il remarqua que le véloce inconnu avait laissé choir un objet à l'impact juste quelques secondes plus tôt. En effet, sur le sol gisait, juste à côté de notre jeune ami, un tout petit glaive. Oui, une épée de poche, pratique pour les voyages d'ailleurs, qui gisait donc sur le sol. Laurent la ramassa en vue de la rendre à son propriétaire légitime, mais celui-ci avait déjà disparu hors de son champ de vision. Aussi ne s'en inquiéta-t-il pas plus longtemps, et le petit glaive toujours dans la main, Laurent entra dans la boutique. À l'intérieur, il découvrit que l'ambiance était très tendue. Quelques clients, l'air hagard, semblaient désorientés, et certains tremblaient même un peu, c'était étrange. Mais comme aucune file ne siégeait devant le comptoir, le petit Laurent oublia vite cette constatation pour s'encourir à la rencontre du vendeur, afin d'acheter donc un merveilleux mouchoir neuf. Une fois en place, il salua le vieux vendeur d'un geste de la main. Mais le vieil homme sembla soudainement, et très étrangement pris de panique. Il se mit à hurler et à reculer tandis que les clients faisaient de même. Le pauvre Laurent ne comprit pas. Ou alors, songea-t-il fièrement, peut-être sont-ils tous éberlués par la taille de ma crotte. Et c'est alors qu'un milicien qui passait par là entra brusquement dans le commerce. Milice de la ville, que signifient ces cris? Ce que découvrit l'homme d'armes à cet instant était des plus équivoques. Un jeune garçon crasseux affichant un étrange sourire dément alors qu'il agitait en tous sens une arme blanche. Le milicien comprit tout de suite. Diantre, j'arrive en plein hold-up. Halte là, petit gredin, lâche immédiatement ton arme. Le pauvre Laurent se rappela du coup qu'il tenait effectivement toujours le glaive dans la main. Il l'avait complètement oublié, tout comme il oublie vite la couleur des pions qu'il joue aux échecs, vous vous rappelez? Et c'est lorsqu'il voulut lâcher la dite arme que ses yeux s'écarquillèrent d'effroi. Il avait, voyez-vous, machinalement empoigné l'épée avec la main dont l'index tenait la grosse crotte de nez. Aussi, la main muqueux en question avait-il, en séchant entre-temps, soudé la main du gamin à la crosse de l'arme. Le mioche avait beau secouer sa paluche dans tous les sens, mais l'arme y restait fixée, quoi qu'il fasse. Voyant face à lui un garçonnet manifestement menaçant, alors qu'il affichait une expression agressive et contrariée tout en agitant son glaive, de plus belle et malgré la sommation de l'homme d'armes, le milicien donc ne put qu'agir comme le ferait un combattant de crime en pareille circonstance, Oui, il dégaina son épée et fonça vers le pauvre Laurent, le mettant en pièces à grands coups de lame dans sa petite carcasse, alors que les clients savouraient leur joie et leur soulagement, tandis que giclait le sang dans toutes les directions. Oui, chers auditeurs, feu le petit Laurent avait ramassé l'arme d'un braqueur qui sortait précipitamment du magasin dont il venait de racketter la caisse. En entrant avec l'arme, celle-là même qui avait servi au crime à l'instant d'avant, il fut confondu avec le voleur et puis abattu, tout ça in fine à cause d'une crotte de nez collée à son doigt. Mortalité Ah merde, j'ai dit mortalité, pas moralité. Ah merde, je suis viré ou pas? Non, t'inquiète. Donc, la moralité, voyez-vous, chers auditeurs, c'est que lorsque vous vous grattez dans le nez, pensez à bien tenir la crotte par le bout qui est sec, sinon, ça colle au doigt. Bonsoir chers auditeurs, j'espère que vous allez bien.
Oui, et donc je voulais vous voir ce soir simplement pour vous faire part de ma grande joie, oui. Parce que voyez-vous, ces derniers temps, je reçois beaucoup de messages de mes merveilleux fans et ça fait plaisir. Et justement, pas plus tard que hier, j'en recevais un qui je trouvais très gentil et j'avais envie de vous en faire part, ainsi que de ma réponse à ce dit message, dont je suis très fier, voyez-vous, parce qu'il était écrit dans un français absolument fabuleux. Et je me suis dit que les amateurs de belles lettres pourraient avoir envie de prendre connaissance de cette merveilleuse correspondance. Alors aussi, donc, je vais commencer par vous lire la lettre de mon merveilleux fan qui s'appelle Mon Prénom. Ah oui, un merveilleux fan de longue date. Et donc, voilà, je commence. Bonsoir, Monsieur Grimm. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Éditeur de Saga MP3, également connu sous de nombreux pseudonymes, dont Mon Prénom, que je n'utilisais que sur votre chatoyant blog et que j'ai abandonné après le passage au nouveau site. Et maintenant, le vrai truc. Avec Richoul de Javras, nous organisons un événement à Paris autour de la saga MP3 et du podcast le 25 juin 2016. Bon, c'est sûr qu'il y aura certainement plein de nétophonixiens, mais si tu veux faire un tour, je serais ravi de te voir. On est en train de gérer les invitations. Si tu veux participer en tant que créateur de Saga MP3, il y a même moyen d'être légèrement défrayé du montant exorbitant que coûterait ton Luxembourg-Paris Air France première classe. Voilà. Ah, somptueuse invitation qui me va droit au cœur. Et c'est là donc, comme je disais, que les amateurs de belles lettres vont sûrement se régaler, et j'en viens à ma merveilleuse réponse. Moultes et salivantes bisoutations, celui que l'on nommait autrefois votre Nîmes. Lequel ne puis, il va sans dire, qu'être glorifié par son bon goût, autant que remercié pour sa merveilleuse fidélité à notre égard. Votre invitation était plus appétissante, et Dieu sait que nous eussions humecté au projet de venir vous rejoindre, mais nous sommes par un malencontreux hasard calendaire, indisponibles en la période ci-dessus suspensionnée. Il vous faudra donc, nous le craignons, trouver consolation en la compagnie d'un autre sac d'os, dont nous déplorons d'ailleurs d'avance, en très amicale empathie pour vous, l'inévitable moindre qualité. Magistre amicalement, Basile Grimm. Et oui, que voulez-vous, mon cher votre Nîmes? C'est comme ça, je serai pris à cette période, voyez-vous, parce que c'est le début de l'été, c'est le solstice. C'est la période, voilà, où la Sibérie est très fréquentable et où je me plais à faire des safaris afin de rencontrer de nouveaux plantigrades. Alors bon, ce n'est pas perdu, je pourrais toujours, un jour ou l'autre, passer à Paris. Maintenant, j'y vais assez rarement, il faut dire que, Paris, voilà, il y a le Moulin Rouge, d'accord, mais bon, je trouve qu'ils sont très limités au niveau choix des partenaires, parce que bon, ils ont des femmes, mais c'est tout, voilà. Il y a pas beaucoup de variété, Et bon, si jamais j'ai envie de femme, je suis pas forcément tenu de courir jusqu'à Paris pour en avoir, C'est pas comme s'il en manquait ailleurs. Bon, cela dit, voilà, je garde l'invitation sous le coude, et je ne manquerai pas de vous faire savoir si jamais je passe dans la capitale des Lumières, voilà. Voilà, bon, je pense que je peux arrêter ici ce petit communiqué, je ne vois pas grand-chose d'autre à rajouter, Enfin, à part des futilités, je pourrais vous dire que ce matin, voilà, il m'a pris une envie de chier, je l'ai fait, et il se trouve que par un hasard incroyable, sans avoir pour autant fumé, mon caca sentait le cannabis, voilà, et je sais pas pourquoi, mais ça m'a fasciné, et du coup j'ai presque hésité à tirer la chasse, il m'est venu l'idée de le faire sécher, peut-être Enfin, n'allons pas plus loin. Arrêtons là donc ce petit communiqué, merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette petite correspondance, et en tout cas n'hésitez pas tous à m'envoyer vos courriers, ça fait toujours plaisir, Allez, bon week-end à tout le monde. Alors donc je clique sur le bouton stop, voilà. Quoi de mieux qu'une merveilleuse petite séance de méditation, confortablement assis sur un tapis moelleux, avec des petites bougies parfumées autour de moi, une douce pluie qui tombe dehors et à la télé devant moi, une merveilleuse sélection de snuff movies. C'est relaxant, oui. Et d'ailleurs, figurez-vous, chers auditeurs, qu'au cours de ces petites séances de relaxation que je pratique occasionnellement, il me vient toutes sortes de pensées très rigolotes et très spirituelles aussi parfois, et je m'étais dit que je vous les présenterais peut-être, pourquoi pas, au cours d'un deuxième volet de ce que j'appelle mes pensées en vrac. Allez, on y va? On dit de quelqu'un qui rejette les PD qu'il est homophobe. Mais un type qui rejette les bi, est-il semi-homophobe, à moitié quoi? Et donc du coup, selon qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, est-ce bien grave, Be or not to be, that is the question, n'est-il pas?
Les éoliennes, avec leurs hélices formées de 3 grandes pales, ne sont-elles pas, accessoirement, en plus d'être un générateur d'énergie électrique, une publicité subliminale pour Mercedes? Mais au fond, doit-on dire d'un travesti qu'il a une bite, ou alors qu'il possède un vagin extrêmement convexe? Lindsay, c'est phonétiquement à la fois un prénom à part entière, et le verlan du prénom Céline. Voilà, comme Roland, c'est aussi peut-être la même chose que pour Laurent, je sais pas. Vous avez jamais remarqué que lorsqu'on sort l'aspirateur pour nettoyer un petit peu chez soi, hein, ben on aspire bien partout, sauf toujours le coin où on range l'aspirateur. Ça vous arrive pas, non? Mon merveilleux ami Seb Lucas, en passant c'est celui qui a réalisé mon merveilleux site internet. Eh bien, le dit poteau a longtemps vécu dans un petit studio dont le propriétaire était excessivement radin, voyez-vous. Du coup, il m'a souvent dit, on dirait que ce mec a été créé en laboratoire à partir de morceaux de juifs, d'écossais et de hollandais. Et ça m'a toujours fait marrer, hein. La preuve. Docteur, vous dites que je suis schizophrène, mais rassurez-moi, les autres dans ma tête, ils vont bien, hein? Ça va être long. Désolé, monsieur, mais le remplissage de ce formulaire est requis. Requis. Requis 3, avec Sylvester Stallone, l'ultime combat entre le bien et le pas cool. Un jour, il y a longtemps, alors que je me trouvais en Jamaïque, je suis précipitamment monté dans un taxi qui avait d'abord appelé mon bon ami Bob Marley. Vous savez, le troubadour odorant, là. Et bref, alors que je montais dedans à sa place, il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Man, pas cool, tu me fumes l'air sous le pied, là. On nous dit que manger du poisson, c'est bon pour le cerveau, pour la mémoire notamment. Mais sachant qu'un poisson rouge a une capacité mémorielle de 12 secondes, comment c'est possible? Quand on nous parle des pages jaunes, je ne sais jamais si on fait référence à l'annuaire téléphonique dédié aux commerçants ou bien à des jeunes stagiaires aristocrates asiatiques. C'est le côté page jaune, vous voyez? Non, pas grave. En cette saison vouée à l'Euro 2016 de football, je trouverais le sport en question beaucoup plus intéressant si au lieu de quelques mecs en short qui courent après une petite baballe, le jeu consistait en une énorme balle qui s'efforcerait d'écraser des petits mecs en short. Alors là, je serais un grand supporter du sport, hein. Et je dors super mal la nuit, que voulez-vous, c'est une caractéristique typique des génies. Oui, j'ai du mal à trouver le sommeil en fait, hein, et du coup je me plais à imaginer, pour expliquer ça, que sans doute, sans le savoir, dans le passé, pris de quelque innocence candide, j'aurais peut-être éventuellement cocufié le marchand de sable, voilà, il y a longtemps, et du coup il me déteste, et il passe donc chez moi en dernier, vous voyez. Et non content de ça, il débarque avec le fond de sa brouette, hein, la lie du sable, vous voyez, vraiment la lie, hein, et voilà, il reste quelques poignées de sable, vous voyez, au milieu de quelques bouts d'algues secs, des fragments de coquillages, quelques vieux mégots, et parfois même une ou deux capotes usagées. Quel enculé, hein. Heureusement que j'ai le martini, sans quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour la suite des événements. Bonsoir merveilleux auditeurs. Hein. Oui, je sais, c'est une drôle d'heure pour oui, vous parler, mais voilà. Que voulez-vous? J'étais en train de pioncer bien calmement, et voilà que je me fais réveiller par un connard de moustique, hein, qui avait rien d'autre à faire qu'à devenir me vampiriser, comme si les impôts ne faisaient pas suffisamment déjà leur travail de ce côté-là. Et bref, après avoir tué le dit envahisseur, je suis allé faire un tour aux toilettes et je me suis rendu compte, vous allez rire, que voilà, je me suis découvert une faculté hors du commun, un truc incroyable, un super pouvoir limite. Et je me suis dit que ça vaudrait la peine de vous en parler. Alors oui, parce que ça vous intéresse sûrement. Hein. Alors voilà, je me suis servi un petit martini que je bois devant vous. Je ne vous en offre pas, hein, il est tard, hein, parce que voilà, il est quelle heure là? Un petit téléphone. Ouais, 3h12 du matin. Allez, bon, je vous raconte vite ça et puis je retourne me coucher. Hein. Alors donc, figurez-vous que depuis maintenant une bonne semaine, il m'est arrivé un petit problème dans ma salle de bain. J'ai eu l'évacuation du WC, de l'eau sale, hein, vous savez, du water closet, du jock, qui je sais pas, ça a dû se fissurer quelque part parce qu'il y a une espèce de petite goutte qui s'est mise à tomber en continu. Alors j'ai mis un bac en dessous, je me dis, là j'ai pas le temps, mais un de ces quatre, j'appellerai le plombier.
Et une semaine après, c'est toujours pas fait. Et il se trouve que depuis 2 jours, par une espèce de miracle, je ne sais pas quoi, la fuite, c'est un peu résorbé. Hein. Autant le bac là que j'ai mis en dessous de la fuite, en une journée, il était rempli. Alors que maintenant, au bout d'une journée, il y a peut-être même pas 1 millimètre de... même pas, le fond n'est même pas rempli en entier, vous voyez, il y a juste une espèce de petite flacounette au fond du machin. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est mon caca qui, est responsable de ça, oui, qui a colmaté la fuite, la fissure, et c'est formidable, hein. C'est quand même... ça m'a économisé un putain de plombier, hein, sans compter que ils viennent, ils fument leur clope, ils veulent un café, ils sont chiants, quoi. Donc voilà, bref, ma crotte a une espèce de super pouvoir, elle colmate les fuites de plomberie, et c'est fascinant, hein, parce que je pense que ça méritait d'être évoqué, c'est quand même quelque chose de pas fréquent, et je voulais aussi en profiter pour remercier personnellement et chaleureusement McDonald's, oui, la firme McDonald's, chez laquelle je me nourris assez souvent, et qui manifestement m'a conféré le pouvoir de développer une merde riche en polystyrène et très isolante, et merci, ça m'a été utile. Allez, voilà, c'est tout, je finis mon martini, et puis je vais au dodo. Bonjour merveilleux auditeurs, hein, ça faisait longtemps. Hein. Ah oui, vous m'avez manqué, hein, vous aussi. Hein. Ah oui, désolé, par contre, je ne vais pas rester longtemps, hein, je vais devoir la faire très courte, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais voilà. Parce que c'est la saison de la chasse, alors je vais aller zigouiller quelques petits bambis et pampans et autres petits animaux. Que voulez-vous, hein, c'est le cycle de la vie. Eh oui, même si j'en ai pas besoin, mon frigo est plein, mais voilà, c'est le sport, hein, c'est tout, c'est comme ça. Donc bref, voilà, je voulais juste vous lire une petite poésie que j'ai rédigée pendant la nuit et que j'aurais voulu partager avec vous, si vous me le permettez. Hein. Bon, allez, c'est parti. Hein. D'aucuns te voient comme un paria, je suis seul au monde à t'aimer. Tu n'as parlé qu'une seule fois, mais tes mots m'ont émerveillé. Ta voix de ténor résonne encore sûrement dans tout le quartier. La douce moiteur de ton contact et ton odeur m'ont envoûté. Tes senteurs étaient rassurantes, rappelant des festins passés. Par ces lignes, je te fais offrande. Ceci est un ode à un paix. Voilà, merci. Pomme qui m'assomme comme feu Monsieur Newton. Vieux, tu déconnes, t'as porté atteinte à ma personne. Pommier, t'as eu tort, je suis pas de ceux qui se laissent bousculer. Aujourd'hui tu fais le fort, mais je vais te coller un procès. Pomme confisquée, le reporter aux arrêts. Il a rien dit pour sa défense, le con, il avait perdu d'avance. Pommier, t'as eu tort, j'ai le bras long, vieille branche, tu l'as senti passer. T'as voulu faire le cadeau, mais c'est pas de chance. Moi j'ai eu ma vengeance. Tu es désormais en liberté surveillée, assigné à résidence. Encore un autre malade neutralisé.